Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Faut y aller le 11 mai. Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. Nous sommes en guerre. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième des répliques du Big Bang avec une grande question d'époque, je dirais. De quoi avons-nous vraiment besoin? Alors, je le disais, la question résonne de façon tout à fait inédite dans ce moment que nous traversons de crise sanitaire et de confinement, parce que comme on est enfermé chez nous, on prend conscience de ce qui nous manque le plus, de ce qui nous apparaît comme absolument indispensable, mais aussi de ce dont finalement on arrive à se passer, ce qui n'est pas si vital. Et je crois qu'on peut imaginer qu'un basculement vers d'autres normes, d'autres rêves est possible. Je dis possible parce qu'évidemment rien n'est joué et on peut imaginer qu'à la sortie, si jamais il y a un jour une sortie de ce temps de catastrophe, une majorité de la population pourrait tout à fait ne rêver que d'une chose, c'est-à-dire retrouver le temps d'avant. Mais on peut aussi se dire qu'une majorité de la population, après des mois de peur et de liberté qui est amputée concrètement, eh bien, se recentre sur l'essentiel et a envie justement de réorienter le sens de sa vie, de ses désirs. La réflexion sur nos activités et nos besoins, elle est évidemment intime, personnelle, c'est ce que nous vivons pour beaucoup dans ce moment de confinement, mais elle est profondément collective également. Et je crois que les deux sont intimement liés. Il y a une espèce de va-et-vient entre le je et le nous, qui est d'ailleurs tout à fait fondamental, parce que c'est ce qui nous permet de faire société et aussi de nous réaliser comme personnes. C'est bien cette interaction entre l'individu et le collectif. Et je crois que beaucoup, aujourd'hui, dans la société, se rendent compte qu'au fond, il y a par exemple des métiers qui n'étaient pas considérés correctement, qui sont et qui restent mal rémunérés, qui pourtant se trouvent essentiels. On a vu que l'économie de nos vies, elle est tenue par des personnels soignants, par des caissières, par des éboueurs, par des aides à domicile, par des livreurs, par des agriculteurs, et que nous en avons vraiment besoin, et pourtant, ils sont moins considérés, je le disais, moins rémunérés que par exemple des publicitaires ou des traders. Donc il y a bien des valeurs, une hiérarchie des valeurs de la société qui sont aujourd'hui de fait interrogées. Et je crois qu'on est aussi assez frappé par l'indécence de ces grands groupes économiques qui distribuent des dividendes. Ces mois, là, au moment où nous sommes en pleine crise de coronavirus, alors que dans le même moment, on a des queues qui grandissent pour tout simplement avoir un repas parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et donc, cette situation, je dirais, quelque part, nous éclate à la figure. Non pas qu'elle soit nouvelle, elle n'est pas nouvelle, malheureusement, mais je dirais qu'en ce temps de catastrophe, cette réalité est au grand jour de façon assez crue. Alors, ce que nous avons fait pour combattre le Covid pouvait sembler, il y a quelques mois, totalement impensable, absolument impensable, puisqu'on a arrêté l'essentiel de l'activité économique et que c'est quand même quelque chose d'assez fou que de mettre la société en mode pause
comme ça, là, pendant plusieurs semaines et sans doute plusieurs mois. On sait en plus que, évidemment, ça a un coût économique, social, que ça nous met potentiellement en danger avec la récession qui vient, la paupérisation qui pourrait s'en suivre, si on ne change pas de modèle de développement. C'est-à-dire, si on prend les mêmes recettes, on peut aboutir à une situation extrêmement tendue. Et c'est là, me semble-t-il, que commence la politique, parce que, comme l'a notamment noté le philosophe Bruno Latour, qui dit « si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ». Et donc, il invite dans un questionnaire à un exercice d'autodescription, un peu comme des cahiers de doléances, pour savoir quelles sont les activités que l'on veut garder et quelles sont celles, finalement, dont on ne veut plus, dont on voudrait se passer. Et en mettant en avant les défis écologistes qui sont devant nous, qui supposent donc de sortir de la logique productiviste et aussi du consumérisme qui va avec, cette question de la définition des besoins véritables est une façon de penser, je crois, le changement de système social et économique pour avancer vers une société qui soit à la fois soutenable d'un point de vue environnemental, mais aussi socialement plus juste. Et c'est aussi une façon d'interroger le sens de nos vies, comme je le disais, individuelles et collectives, et les désirs, nos désirs, parce qu'ils sont malmenés par un consumérisme débridé qui finit par atteindre le fait de savoir de quoi on a envie. Je consomme donc je suis, c'est un peu le truc de notre époque, et c'est d'une pauvreté absolument inouïe. Donc peut-être que ce moment va nous permettre de nous en rendre compte, en tout cas ce n'est pas arrivé à l'échelle gouvernementale, puisque si on écoute et qu'on suit les actes qui sont posés par Emmanuel Macron et le gouvernement, on se rend compte qu'eux n'ont pas du tout décidé de changer de modèle. Ils restent totalement dans les clous de la croissance, la compétitivité. Ce sont des mesures qui ont été prises, par exemple, dans le budget rectificatif qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, ou alors par les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit très clairement qu'il faut relancer en fait le système, qui parle donc de croissance et qui parle avec les mots d'hier pour finalement accélérer les recettes. Quand je dis accélérer, je pense à Naomi Klein, parce que Naomi Klein parle du choc que veulent toujours les néolibéraux en temps de crise, c'est-à-dire profiter de la crise pour accélérer un peu plus, aller encore un peu plus loin dans la dérégulation de notre économie. Et c'est une hypothèse possible. D'ailleurs, en 2008, c'est ce qui s'est passé. Le système capitaliste s'est effondré, en tout cas financier s'est effondré, et pourtant, on a injecté de l'argent dans les banques pour remettre la machine en route comme avant, et même pire qu'avant. Donc, c'est pourquoi nous sommes d'une certaine manière au pied du mur. Stop ou encore par rapport à ce modèle. Qu'est-ce qu'on arrête ? Qu'est-ce qu'on redémarre ? Ce sont des questions, à mon avis, fondamentales. Et pour en parler aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir pour le Big Bang 2 personnalités qui travaillent sur cet enjeu. Alors, je vais les tutoyer. Je vais les tutoyer parce que j'ai la chance de discuter régulièrement avec eux depuis fort longtemps, vraiment pas mal d'années, et que nos échanges, je dois le dire, me nourrissent. Et j'en profite d'ailleurs pour les en remercier parce que c'est parfois aussi dans les discussions informelles qu'on arrive à progresser. Alors, d'abord, je commencerai par Razmik Kecheyan. Bonsoir. Bonsoir. Razmik. Tu es sociologue, tu enseignes à Bordeaux. On te lit régulièrement dans le monde diplomatique et ailleurs. Et tu es l'auteur d'un ouvrage passionnant qui est paru l'année dernière et qui s'appelle « Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme ». C'est paru chez Zone. Et dans une interview à Mediapart, là, très récemment, tu mettais en avant une autre logique dans laquelle on partirait des besoins à satisfaire et on mettrait en mouvement l'appareil productif pour atteindre en fait ce but. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, le capitalisme, tu nous dis, produit d'abord et suscite des besoins artificiels afin d'écouler les marchandises qui sont déjà produites. C'est évidemment 2 logiques totalement différentes. Alors très concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce que sont ces besoins artificiels et comment ils s'imposent à nous ? Oui, merci pour l'invitation. D'abord, je suis ravi d'être partie prenante de ce débat. Le capitalisme, c'est un système qui est à la fois et indissociablement productiviste et consumériste. Productiviste, ça veut dire qu'il déverse en permanence des marchandises nouvelles sur les marchés. C'est lié à la logique de la concurrence. On peut entrer dans le détail, on y reviendra peut-être dans la discussion si vous voulez. Mais enfin, la conséquence dont on fait tous l'expérience, c'est que des marchandises toujours nouvelles viennent sur le marché et par conséquent doivent être consommées par les consommateurs que nous sommes. C'est pour ça que le productivisme est indissociable du consumérisme, c'est-à-dire le fait qu'on consomme ces marchandises tout simplement pour laisser la place aux suivantes.
Ce consumérisme, il est basé notamment sur 3 dispositifs qui sont d'une part la publicité, tu l'as évoqué, d'autre part la facilitation des conditions du crédit, qui augmente à mesure que le temps passe, c'est ce qu'on appelle parfois la financiarisation de la vie quotidienne. Et puis, troisièmement, des phénomènes connus également, comme par exemple l'obsolescence programmée. Bon, des dispositifs ou des institutions du capitalisme de ce genre concourent à faciliter le consumérisme et par conséquent à la création de besoins artificiels. Ces besoins artificiels, ils sont fondamentalement pas soutenables sur le plan écologique, on en fait l'expérience désormais, on le sait, c'est chiffré, notamment par les scientifiques. Et par ailleurs, sur le plan de nos subjectivités, c'est également aliénant. Je ne veux pas dire par là que tous les besoins artificiels sont nécessairement aliénants, on pourra y revenir là encore dans la discussion, mais une partie significative de ces besoins artificiels créés par le consumérisme capitaliste nous rend malheureux, nous rend aliénés, et par conséquent, il faut aussi se saisir de l'occasion de cette crise du coronavirus pour, comme le disait Latour, comme tu l'as dit également, eh bien, repenser notre rapport à la marchandise, à la fois individuellement, mais surtout collectivement, bien entendu. Dans ton livre, il y a notamment un passage qui m'a beaucoup frappé, c'est que tu parles des réunions maintenant qui existent de gens qui sont addicts à la consommation et un peu comme les alcooliques anonymes, maintenant ils se réunissent. C'est ça, c'est une autre pandémie en fait qui est d'un type tout à fait différent du coronavirus, mais qui existe et qui est attestée par des chiffres, c'est la consommation compulsive. C'est le fait que de plus en plus, la consommation devient une pathologie mentale, d'ailleurs qui est décrite par les psychiatres, enfin c'est quelque chose de très connu dans les milieux de la psychiatrie et de la psychothérapie. Et donc, en effet, je consacre un chapitre de mon ouvrage à ce phénomène. On n'est pas tous des consommateurs compulsifs, ce n'est pas du tout mon message, mais il me semble que c'est un phénomène qui est parlant pour nous aider à réfléchir à ce que c'est que notre rapport à la marchandise plus globalement. Et donc, l'une des en effet, préconisations des psychiatres, c'est de socialiser la consommation, c'est-à-dire de sortir l'individu de son tête-à-tête avec la marchandise et de faire en sorte que désormais une partie significative de nos choix de consommation ne se fasse plus à l'échelle individuelle, mais d'une manière ou d'une autre collectivement. Alors évidemment, ça reste à réinventer ou à réinventer. Ça, c'est pas du tout facile d'imaginer quelle forme ça pourrait prendre, ça, ces formes de consommation collective. Ça existe déjà, évidemment, par exemple les AMAP, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut clairement pousser dans cette direction d'une socialisation des pratiques de consommation. Alors, Dominique Méda, bonjour. Alors, tu es philosophe, sociologue, entre autres, parce que vraiment beaucoup de choses dans ton parcours. Tu as publié donc de nombreux ouvrages sur le travail, sur les indicateurs de richesse, sur les femmes. Et on te lit maintenant régulièrement dans Le Monde. Et récemment, tu as publié un livre qui est un livre collectif qui s'appelle « Une autre voie est possible » chez Flammarion. Et on entend ta voix régulièrement dans les médias, souvent avec grand bonheur pour ma part. Le 17 avril, tu as écrit, je te cite, c'est bien dès aujourd'hui qu'il nous faut engager la bataille pour éviter le retour du business as usual et pour que l'événement que nous sommes en train de vivre soit compris non pas comme une catastrophe naturelle dont il faudrait juste savoir éviter le retour, par exemple en érigeant partout des murs et des frontières, mais comme un coup de semonce exigeant une bifurcation radicale. Alors, je partage cette idée de bifurcation radicale, mais comment tu la définirais de façon assez concise? C'est quoi cette bifurcation nécessaire? Un synonyme. Alors, moi aussi, je te remercie vraiment beaucoup de ton invitation et puis de ce dialogue qui peut s'instaurer entre nous. Alors, un synonyme pour moi de bifurcation radicale, c'est reconversion écologique. Et j'utilise ce terme vraiment en faisant exprès parce qu'il me semble qu'on n'a pas seulement besoin d'une transition énergétique ou d'une transition écologique, mais d'une reconversion, y compris de nos cadres cognitifs les plus, je dirais, hérités du plus lointain. C'est pour ça que je suis très intéressée par ce que dit Razmig quand il met en cause le capitalisme. Je suis assez d'accord, mais j'ai presque envie de dire que ce que je mets en cause, moi, ça va encore plus loin peut-être, ou ça remonte encore plus loin. Parce que le productivisme et le consumérisme, je me demande s'ils ne viennent pas encore d'avant. Est-ce que vous vous souvenez de la fable de Mandeville, par exemple, donc tout début 17e, où en effet, on nous vante l'intérêt de consommer le plus possible, de produire le plus possible, de gaspiller même. Et puis, on a tout un héritage, l'héritage de la modernité, Descartes, Bacon, etc., Adam Smith, évidemment, qui nous disent que plus on produit, et mieux c'est.
Et il y a derrière une sorte de projet de la modernité. Je pense à un philosophe comme Hegel, au début du 19e. En gros, ce qu'il nous dit, c'est il faut détruire la nature. Il l'écrit à un moment, hein, il faut détruire la nature pour mettre de l'humain à la place. Donc voilà, je me demande si c'est pas, alors je veux pas mettre l'humanisme en question, mais je me demande si on ne doit pas vraiment revisiter la totalité de notre héritage, et donc il faut revoir tous nos cadres cognitifs, trier dans la modernité ce qu'elle nous a amené, et notamment pour moi un de mes sujets depuis une vingtaine d'années, c'est le cadre cognitif que constitue cette convention qui est le PIB et l'obligation de croissance. Donc moi, je milite avec mes camarades Jeannie Catrice et Gadret pour une société post-croissance, c'est-à-dire pour se débarrasser de ce système de comptabilité nationale qui est une norme universelle aujourd'hui et qui nous demande de croître perpétuellement. Et dans tes réflexions justement sur la façon d'envisager maintenant ce qu'est la richesse, moi j'ai toujours été frappée de la façon dont tu introduisais une part féministe, c'est-à-dire une réflexion aussi à partir des métiers ou de l'activité féminine, et notamment toute cette part qui ne rentre pas dans le PIB, c'est-à-dire dans une comptabilisation, mais qui pourtant fait partie de la richesse. Tout à fait. Ce que je crois qu'il faut qu'on se représente, c'est que le PIB, c'est une découpe sur la réalité. Et donc, il nous dit, voilà, telle réalité, c'est ça la richesse d'une société. Or, ce PIB, hein, dont la croissance, quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB. Ce fameux PIB, c'est vraiment une découpe extrêmement limitée sur la réalité, puisqu'il oublie, comme tu le dis, des choses absolument essentielles, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur du foyer, le travail domestique, les activités familiales, amoureuses, amicales et tout ce qu'on veut. Mais aussi, son grand inconvénient, c'est qu'il ne braque pas le projecteur sur les patrimoines qu'on utilise pour fabriquer la production. Donc, on a une sorte d'obsession de la production et de la consommation sans jamais que l'on regarde ce que devient ou le patrimoine naturel ou ce qu'on pourrait appeler le patrimoine social, mais notre cohésion sociale en quelque sorte. Et ça, évidemment, c'est complètement dramatique parce que ça veut dire qu'on n'a aucun signal d'alerte et qu'on peut avoir un gros PIB. Hein, la norme de comparaison des performances des pays, c'est le plus gros PIB par habitant, je dirais, et une société… Très viril, c'est celui qui a le plus gros PIB. C'est exactement. Et une société ravagée derrière tout ça. Moi, ce qui m'a frappé en vous lisant l'un et l'autre, c'est que vous avez une référence commune que je partage en plus par ailleurs beaucoup, alors même que vos cultures politiques sont différentes, vous n'avez pas les mêmes ancrages culturels et politiques, et pourtant tous les deux, vous faites référence à un auteur qui est André Gortz, et qui dit, en tout cas, moi, une des phrases qui me reste toujours en tête et qui éclaire beaucoup notre époque, c'est que le plus n'est pas forcément le mieux. Et donc, de rompre entre le lien plus-mieux, c'est vraiment une des critiques majeures qu'on peut faire au productivisme. Donc, ma question est comment vous utilisez, en quoi vous pensez que André Gortz peut être utile dans le moment et qu'est-ce que vous en tirez sur la question notamment des besoins ? Peut-être le présenter d'ailleurs, peut-être un certain nombre de celles et ceux qui nous regardent ne le connaissent pas, mais c'est le père de l'écologie politique. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots aussi sur qui il est. Alors, je commence par dire un mot peut-être. André Gortz, c'est évidemment un grand penseur des années 60-70, c'est l'un des pères de l'écologie politique. Pas le seul, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je pense que son importance aujourd'hui, elle résulte de plusieurs points. Il y a notamment le fait que c'est un point de convergence entre les gauches, l'histoire des gauches, dans toute leur complexité, évidemment, et du point de vue international, et de l'écologie. Ce n'est pas le seul point de convergence, mais c'est l'un des principaux points de convergence entre ces deux histoires. Or, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, ce qu'il nous faut inventer pour le XXIe siècle, c'est des conditions dans lesquelles cette convergence sera possible, entre l'histoire du mouvement ouvrier, les gauches d'un côté, et l'écologie de l'autre. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens reviennent à Gortz aujourd'hui, c'est parce que précisément, il permet de faire cela. Deuxièmement, Gortz, c'est quelqu'un qui a toujours été attentif aux transformations du capitalisme. Et notamment, je pense que c'est quelqu'un qui aura été absolument fasciné par l'émergence et le basculement dans le capitalisme numérique, par la montée en puissance de la logistique, bref, toutes ces transformations du capitalisme auxquelles on assiste à l'heure actuelle, avec cette idée selon laquelle les conditions de l'émancipation sont toujours liées à l'histoire la plus récente du capitalisme. Donc, c'est en d'autres termes, dans un contexte très précis que la pensée de l'émancipation peut prendre racine d'une certaine manière. Et par conséquent, il faut comprendre le système dans lequel on vit pour pouvoir ensuite comprendre ce qui est possible à chaque époque. Donc ça, c'est quelque chose qui était
très présent chez lui. Et puis, troisièmement, c'est quelqu'un qui a toujours développé aussi une critique qualitative du capitalisme, et pas seulement quantitative, je veux dire sur les salaires, par exemple, ou sur les inégalités, ce qui est aussi évidemment nécessaire. Il y a toute une critique de l'aliénation, il y a toute une mise en avant de la question de la qualité de vie, et puis ensuite, évidemment, l'émergence du thème de l'écologie politique qui est centrale chez lui. Donc c'est quelqu'un, en effet, que moi j'ai lu assez tardivement, je dois le dire, mais qui m'intéresse beaucoup pour tout un ensemble de raisons, dont celle-ci, en effet. Et toi, Dominique, alors? Alors, moi, j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai écrit mon premier bouquin en 1995 sur le travail, qui s'appelait Le travail, une valeur en voie de disparition, qui était un truc complètement gortzien. Donc, j'étais très, très gortzienne à l'époque. Et vraiment, ce qui m'avait plu, c'était sa critique du travail hétéronome, et plus encore, sa critique finalement de la production. C'est quelque chose qu'il a en commun avec Habermas. Par exemple, quand Habermas dit qu'il faut pas rabattre le tout de la vie sociale sur la production. Par exemple, Habermas, il va parler à un moment en 1985, je crois, la fin historiquement prévisible des sociétés fondées sur le travail. Et ce lien entre travail et production. Et moi qui venais de la philosophie, d'une philosophie assez classique, c'est-à-dire très admirative de la philosophie grecque, la philosophie allemande, j'aimais beaucoup notamment toutes les réflexions d'Aristote, et puis plus lointainement, qui nous dit justement ça. Aristote dit « la vie est action, non production ». Et moi, j'ai toujours été intéressée par tous ces gens, dont Gortz fait partie, qui critiquaient la place qu'avait pris la production et donc finalement la consommation dans notre société versus le débat politique, la communication, l'échange, la démocratie. Et donc, par exemple, mon premier bouquin, qui a souvent été un peu critiqué parce que le titre était fort quand même, mon premier bouquin, il consistait à dire il faut réduire la place du travail pour laisser plus de place à la démocratie, au débat politique, à la politique faite par chaque citoyen, quoi. Donc voilà, moi, Gortz m'a beaucoup apporté pour ça, aussi pour sa critique du capitalisme. Je l'ai plus suivi, notamment sur ses réflexions sur l'automatisation et sur son éloge du revenu universel. Là, j'ai senti un désaccord avec lui. Et moi aussi, mais il y revient lui-même à la fin, enfin, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Mais peut-être qu'on peut, à partir de Gortz, voir aussi une difficulté devant laquelle on bute. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé les réponses dans Gortz, parce que ce sont des réponses très compliquées. Tu l'abordes, Razmik, dans ton livre sur les besoins, qui est la question de la définition démocratique des besoins. Parce que une fois qu'on a dit ça, il faut définir nos besoins. C'est très compliqué d'imaginer qui les décide, comment en tout cas on met en mouvement un processus démocratique qui permet cette bascule, de savoir parce que pendant très longtemps, en gros, le mouvement ouvrier se posait la question du partage des richesses, c'est-à-dire on produit et comment on fait que ce qui est produit est redistribué. Sauf qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qui décide de ce qu'on produit, pas simplement de comment on le partage. Et on voit bien que là, ça devient compliqué parce que ce ne sont pas simplement les salariés ou indépendants, je veux dire, enfin ceux qui travaillent concrètement, qui doivent décider, ce sont aussi les usagers, ce sont les citoyens. Et donc, comment on organise tout ça? Est-ce qu'il faut aller vers une logique où, au fond, c'est la politique par le biais de l'État qui organise tout et une planification quelque part érigée un peu d'en haut? Est-ce qu'on a d'autres méthodes qui sont plus participatives et plus démocratiques d'une certaine manière que voilà. Et donc, je voudrais vous interroger là-dessus, c'est que je pense qu'on est là devant un défi qui est très important, c'est comment on avance sur la question de la définition des besoins. Peut-être Razmik? Ouais, très bien. Il y a évidemment plusieurs points à soulever. Ce sera forcément un mélange de démocratie représentative et de démocratie directe. On ne va pas réinventer complètement les choses. Évidemment, il y a des innovations à mettre en œuvre ou à réexpérimenter, mais on a évidemment besoin de parlements et de parlements qui fonctionnent, pas comme le Parlement actuel. Enfin, je veux dire, des parlements qui soient revitalisés. Et il y avait tout un tas de débats au cours de la dernière décennie sur la 6e République et ces expérimentations du point de vue institutionnel qu'il faudrait reprendre à la lumière de la problématique écologique. Il y a notamment une proposition de Dominique Bourg que je trouve très intéressante, qui est la proposition de l'Assemblée du futur, dont vous avez sans doute entendu parler, qui consiste à dire qu'il faudrait ajouter une 3e chambre de l'existante, qui serait l'Assemblée du futur, et qui serait chargée de tout ce qui concerne le long terme, avec notamment un pouvoir d'alerte
Ce ne serait pas un pouvoir législatif à proprement parler, mais un pouvoir d'alerte qui serait véritablement conséquent, quoi. Et cette troisième chambre, elle serait constituée notamment de scientifiques, de représentants des mouvements sociaux, et pourquoi pas d'une part, par exemple, de représentation, de tirage au sort, etc. Donc l'Assemblée du futur porte précisément sur le futur, et ça permet précisément de faire de la planification sur les besoins. Alors ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est une discussion à avoir, que comment on fait évoluer les institutions représentatives. On pourrait changer, basculer, supprimer le Sénat et le remplacer par par l'Assemblée. alors lui, dans mon souvenir, je ne suis pas sûr qu'il aille aussi loin, mais on peut tout à fait, évidemment, utiliser cette hypothèse. Mais de l'autre côté, il faut y ajouter de la démocratie directe. Il y a depuis une trentaine d'années une myriade d'expérimentations en matière de démocratie participative, mais il me semble que dans la plupart des cas, ces expérimentations, elles ne portent pas sur l'essentiel, c'est-à-dire d'une part les choix productifs, c'est-à-dire l'économie, et d'autre part les choix d'investissement. Autrement dit, la démocratie dite participative, c'est souvent malheureusement un gadget, me semble-t-il, et pour la raison suivante, c'est qu'elle n'est pas encore entrée de plein pied dans les questions économiques, dans les questions productives, et par conséquent dans la définition des besoins. Donc en fait, c'est ça, à mon avis, qu'il faut essayer d'expérimenter. Je ne dis pas que c'est jamais fait, mais dans la plupart des cas, on reste dans le champ politique strictement défini, et on n'entre pas dans l'économie. Donc ces expérimentations qui existent, il faut que désormais, elles soient installées dans le champ économique et que ça fasse reculer par conséquent les mécanismes marchands, tout simplement, et le pouvoir des marchés. Dominique, comment tu vois le… Oui, moi je voulais vous parler d'une expérience vraiment que je trouve très 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 intéressante sur la pauvreté qui a été faite, je ne sais pas si vous la connaissez, par l'OMPES, l'Observatoire national de la pauvreté de l'exclusion sociale. C'est ce qui s'appelle les budgets de référence. Vous savez que traditionnellement on définit la pauvreté par un seuil monétaire, hein, c'est ceux qui sont en dessous de 60% du revenu médian. Donc, c'est à peu près 1 000 euros. Et l'OMPES, donc l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, a décidé en 2014 de faire une expérience, c'est-à-dire de travailler avec les personnes elles-mêmes, pas seulement les pauvres, bien sûr, hein, toutes les personnes, des échantillons représentatifs de la population, pour comprendre ce qu'étaient les sommes et d'ailleurs les accès aux biens et services, les paniers de biens et services nécessaires pour bien vivre. C'est absolument passionnant, avec toute une méthodologie donc, de groupes de consultation où ce sont les gens eux-mêmes qui ont dit ce qui était nécessaire. Alors pour 5 ou 6 types de familles, et c'est absolument passionnant. Alors ce qui est passionnant, c'est que, eh bien, ils font des listes et ils s'accordent sur ce qui est nécessaire en matière de logement. Il faut une chambre par enfant, peut-être pas quand ils sont tout petits, mais à partir d'un certain âge. Sur les vêtements, et par exemple, il y a des choses qui sont rigolotes. On dit que une jeune fille entre 14 et 17 ans, elle a droit à 3 sacs à main pendant 2 ans. Donc, ils vont hyper loin et je trouve ça absolument passionnant. Le plus passionnant étant que ce à quoi ils arrivent globalement, quand on le transforme en somme monétaire, en valeur monétaire, on arrive à peu près à 1 500 euros pour une personne seule. Ce qui est évidemment bien plus haut que le seuil classique de pauvreté. Donc voilà, il y a des expérimentations qui ont été faites avec les gens et ça donne des résultats absolument passionnants parce que les gens parviennent à s'accorder. Et puis autre chose pour rebondir aussi sur ce que Razmik vient de dire, c'est qu'il me semble que certes les usagers doivent bien sûr participer, mais si on démocratisait vraiment les entreprises et si on faisait un peu à la manière de ce que propose ma collègue Isabelle Ferreras en Belgique, elle pense qu'il faut une chambre des travailleurs, une chambre des apporteurs de capitaux et que ce sont ces 2 chambres qui élisent les dirigeants, donc une sorte d'égalité, hein. Il me semble qu'à ce moment-là, les considérations sur ce qu'il faut produire et comment il faut le produire seraient évidemment bien mieux prises en compte. Et d'ailleurs, on le voit dans la crise du Covid. Si redémarrer ou non l'entreprise était une question posée par les salariés, résolue par les salariés eux-mêmes, je pense qu'on n'aurait pas tout à fait la même réponse. Je veux dire, chez Amazon sans masque, ça ne se passerait pas comme ça. Et à d'autres endroits, peut-être que d'ailleurs des salariés seraient capables de s'organiser pour se protéger et maintenir et continuer l'activité. Mais même au plan macro, ce qui vient de se passer là à l'Assemblée, c'est-à-dire les 20 milliards donnés sans aucune condition, je ne pense pas que les Français l'auraient accepté. C'est pour ça que pour moi, ça me gêne, enfin tu es bien placé pour le savoir, mais je suis extrêmement gênée par le fait que cette assemblée qui a été élue dans un contexte donné soit en même temps celle qui prend des décisions aussi importantes pour les 20 années qui viennent.
Important, ces 20 milliards là, dont tu parles. Je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, y compris parmi celles et ceux qui nous regardent, mais il s'agit d'une enveloppe d'aide exceptionnelle pour des grandes entreprises, sans aucune contrepartie en matière environnementale ou sociale, ce qui, dans le moment que nous traversons, est assez impressionnant. Et quand je le compare, parce que en ce moment, c'est particulièrement indécent au peu d'efforts qui est fait pour soutenir les familles qui sont en détresse aujourd'hui, où la ministre m'expliquait hier que c'était 15 millions d'euros qui étaient donnés pour des chèques et puis vraiment quelques misères d'aide pour seulement ceux qui touchent les minima sociaux, donc ceux qui sont exclus de tout ça, je ne vous dis pas. Donc c'est extrêmement tendu, injuste et en tout cas toujours dans les mêmes clous. Alors, je voudrais maintenant venir justement sur le foisonnement qu'on observe aujourd'hui de tribunes, de pétitions, de textes d'intellectuels, de responsables associatifs, de syndicalistes, etc., qui disent quelque part des choses fortes du côté de la pensée critique, du côté gauche, du côté de l'émancipation humaine, forte et assez convergente, me semble-t-il, parce que ce qu'on lit globalement, c'est qu'il faut profiter de cette crise pour changer, prendre au sérieux les urgences sociales et environnementales, mettre en cause la loi du profit et la société de consommation. Et ce cadre-là, avec aussi l'exigence démocratique, c'est quelque chose qu'on retrouve dit autrement, mais un peu partout. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous demander si vous diriez, comme moi, qu'une forme, sinon de consensus, mais en tout cas de langue commune se dégage de ces prises de position, et ça, de ce point de vue, c'est assez nouveau, ou est-ce que j'ai mal lu et vous observez plutôt des dissensus, des controverses, des lignes de clivage très forts dans ce camp large des forces de transformation sociale et écologiste. Dominique, tu veux commencer peut-être? Oui, en effet, il y a beaucoup de textes qui disent qu'il faut rompre avec tous les dogmes et toute la doxa qui nous a mis dans cette situation. Et là, je pense que toute la gauche est d'accord. Donc, on entend rompre avec le néolibéralisme, réarmer l'État, renflouer les services publics, etc. Donc, je pense que là, on peut vraiment construire des choses ensemble. C'est clair que toute la gauche peut se retrouver là-dessus. Maintenant, moi, je crains qu'il y ait, comme d'habitude, un peu, ou bien des mots valises derrière lesquels on met un petit peu tout et on n'est pas absolument d'accord sur le concret, ou bien encore des désaccords. J'en cite quelques-uns. Il me semble que sur le revenu universel, on n'est pas encore tous d'accord. Même si, alors en fait, par exemple, la deuxième version du revenu universel portée dans la campagne Hamon, je pense qu'on serait tous d'accord sur cette version-là. Une hausse des minima sociaux. Alors, hausse des minima sociaux, ouverture à 18 ans et versement automatique et individualisation, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Et puis, alors, quand même, sur la question qui est celle qui m'intéresse le plus, de la critique du PIB, de la critique de la croissance, etc., moi, je ne suis pas sûre que toute la gauche soit encore d'accord. Or, c'est absolument fondamental, c'est-à-dire sur la profondeur de la reconversion qu'on doit accomplir. Par exemple, moi, je serais pour relativiser l'usage du PIB et utiliser l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, qui a été fabriqué par ma collègue Florence Jany-Catrice. Et pour un rationnement des émissions de gaz à effet de serre personnelles au niveau des entreprises, au niveau de la nation. Et ça, je ne suis pas sûre qu'une partie de la gauche soit d'accord avec. Je crains qu'on nous reproche, en gros, un retour en arrière. Nous reproche. Razmig. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur le constat, changer de modèle, y compris sur le diagnostic sur l'origine de la pandémie, l'effondrement de la biodiversité, ça a été dit par plusieurs tribunes, par plusieurs textes, le retour de l'État, de la dépense publique, la nécessité en même temps de démocratiser l'État, évidemment renforcer les services publics et notamment hospitaliers, tout ce qui concerne le soin, mais plus généralement, la rupture avec l'austérité, avec la dictature des marchés financiers. Bon, disons, les conditions d'un programme commun des gauches, appelons ça comme ça, qui soit bien à gauche, sont à mon avis clairement réunis. Évidemment, il reste toutes sortes de points de débat importants, le revenu garanti, mais je ne vois pas le revenu garanti étant vraiment un point de clivage qui empêcherait d'avancer
sur toute une série d'autres points autour desquels, en gros, je vois bien, hein, je pense que c'est un débat tout à fait passionnant et important. De même, je pense que sur les questions de décroissance matérielle ou de rationnement, comme ça dépend de la manière dont on veut en parler, je pense qu'on a quand même beaucoup convergé, beaucoup progressé, y compris dans des traditions, par exemple, marxistes ou marxisantes, où on ne serait pas forcément spontanément de ce côté-là au départ, hein, il me semble. Donc ça, c'est… Non, je voulais juste ajouter un point qui est qu'il ne faut pas oublier le fait que de l'autre côté, c'est à droite qui sont aussi en train de se mettre en ordre de bataille, quoi. Il y a des moments, moi je suis très attentif parce que j'aimerais en faire mon prochain bouquin, travailler sur les intellectuels de droite. Je précise, je fais une incise, Razmik, pour dire que tu as fait un livre remarqué qui s'appelait Hémisphère gauche, justement sur la pensée critique à gauche. Et donc, l'idée de l'hémisphère droit, c'est la pensée à droite. Exactement. Et donc, cette crise du coronavirus, évidemment, c'est l'occasion pour les intellectuels au sens large. Hein, j'utilise un concept intellectuel qui est très large. Ça inclut tout un tas de gens qui ne sont pas que des universitaires. Autour de la fermeture des frontières, autour de la volonté de faire repartir l'économie au plus vite, autour de la limitation des libertés publiques. Enfin, il y a tout un tas d'élaborations à droite aussi. Donc, les crises sont toujours des moments d'accélération du temps politique, quoi. Et il faudrait, me semble-t-il, qu'on nous, à gauche, dans une gauche bien à gauche, on ne tarde pas trop à se mettre en ordre de bataille, parce que tout simplement les rapports de force avec lesquels on est entré dans la crise nous étaient déjà pas favorables, et il se pourrait que dans la crise, ils se dégradent encore en faveur d'une droite qui est vraiment mobilisée, et à l'échelle globale, c'est le cas en France, mais c'est évidemment le cas aux États-Unis, par exemple, si vous suivez un peu ce qui s'y passe. Donc je pense que… Oui, pardon. Je t'en prie. Non, j'avançais, je disais juste, si je vous suis bien, là, à ce stade, vous constatez plutôt comme moi qu'il y a de nouvelles convergences un peu sur le fond, comme une accélération d'une certaine manière à cause du moment qu'on traverse et où tout le monde se rend compte qu'il y a un problème profond avec le néolibéralisme, que les crises climatiques nous attendent et qu'il faut changer de modèle de développement pour qu'il soit soutenable écologiquement, que l'Union européenne même, sur lequel il reste beaucoup de débats, mais on voit bien l'inanité aujourd'hui, donc je pense que de nouvelles bases d'accord sont peut-être possibles. Donc sur le plan du projet et du programme, hein, qui sont deux choses exactement similaires, il y a des possibilités de pont pour arriver à s'entendre. Et pourtant, pour avoir discuté, y compris récemment, avec l'une et l'autre, je sais que vous n'êtes pas si optimiste. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui vous semble vraiment coincé ? Qu'est-ce qu'il faut décoincer et qu'est-ce qui est coincé, quoi ? Parce que je ne crois pas qu'il y ait un grand optimisme. On a l'impression plutôt d'une balkanisation, d'une situation parfois tendue entre des leaders de gauche, etc. Et pas franchement que tout est en train de se mettre en ordre pour arriver à cette bataille commune et à cette capacité d'être ensemble pour affronter le duopole Macron-Le Pen. Étant donné qu'on est dans la Ve République et qu'on a dans un présidentialisme fou, on est obligé de miser sur une personne. Or, on va avoir beaucoup plus qu'une seule personne qui va réclamer nos suffrages à gauche. On peut penser qu'on va en avoir beaucoup, entre lesquels on ne va encore pas pouvoir trier, auxquels on ne va pas pouvoir demander de bien vouloir renoncer. Donc, il faudrait absolument que du côté de ce qu'on appelle, en effet, je suis d'accord, sans doute pas très bien, les intellectuels ou les mouvements sociaux, on arrive à s'accorder sur le programme dont on vient de parler, avec quelques grandes lignes, et qu'on demande à l'ensemble des partis et des personnes qui vont vouloir se présenter à gauche, à la Cour suprême. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut organiser un tirage au sort ? Je n'en sais rien, mais là, vraiment, la responsabilité de ceux qui vont y aller va être énorme. Ce n'est pas les conditions de la convergence programmatique qui manquent, me semble-t-il. Il y a des points de désaccord, je ne les dis pas du tout, mais ce n'est pas au niveau du programme que les désaccords existent. Il faut construire des coalitions politiques, ce n'est pas du tout évident, et il faut surtout construire un lien avec les mouvements sociaux. Alors on peut peut-être espérer que dans le contexte de la crise, la pression venue de la population, des mouvements sociaux, les demandes en termes de services publics, etc., poussera peut-être à la réalisation de coalitions qui étaient peut-être difficilement concevables avant. La crise peut aussi avoir des effets bénéfiques de ce point de vue-là. Ce qui a été réalisé aux États-Unis dans la période toute récente par Bernie Sanders, même s'il a échoué à la fin, est quand même quelque chose de tout à fait remarquable du point de vue de la connexion avec les mouvements sociaux. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de ce point de vue-là, et du point de vue aussi de la diversité des porte-paroles ou des co-porte-paroles qu'il avait à ses côtés. Donc lui, évidemment, c'est un système présidentiel aussi, hein, donc évidemment, c'était lui la figure de proue, mais il y avait autour de lui toute une diversité de gens qui prenaient la parole dans le cadre d'une campagne extrêmement pluraliste. Et bon,
on a changé de monde maintenant avec le coronavirus, mais d'une certaine manière, on peut aussi apprendre d'expériences de ce genre. Le fait que même dans des institutions qui sont en effet favorables au présidentialisme, des formes de mobilisation pluralistes, avec des porte-paroles divers et variés, peuvent exister. Si on est optimiste, on fait cette hypothèse-là. Si on ne l'est pas, on voit que la droite s'organise, que la droite, historiquement, a toujours profité des crises pour avancer ses pions. Les crises servent aussi à aller vers toujours davantage de droitisation, historiquement, c'est tout à fait clair. Et par conséquent, la crise actuelle, comme les autres, elle est grosse de toutes sortes de dangers pour nous et de périls. On ferait bien d'être raisonnable, à mon avis. Alors, pour y arriver, ce sera… Ah, vas-y, Dominique. Raisonnable et radicaux. Moi, je crains l'affaiblissement des classes populaires à la sortie de cette crise, parce que c'est, comme tu le disais au tout début, il y a vraiment, les inégalités sont à la fois révélées et exacerbées par cette crise. Et donc, je crains que les classes populaires sortent de là encore plus affaiblies qu'avant, presque résignées, et donc, et qu'elles soient tentées par la simplicité en effet, des mots d'ordre du FN, finalement. Et donc la gauche, elle a vraiment plus que jamais, elle doit parler aux classes populaires. L'expliquer comment ces histoires. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention aux termes qu'on emploie. Reconversion écologique, c'est trop intello. Il faut qu'on trouve des mots pour leur montrer que ce que l'on désire, là, cette relance verte, cette sobriété, ça ne va pas être une fois de plus contre eux, mais ça va peut-être au contraire construire un monde qui serait meilleur pour eux. Je crois que là, on a vraiment quelque chose à faire. Expliquer le besoin de services publics, ça ne va pas être compliqué après cette crise. C'est ça l'avantage qu'on a. Les gens voient bien, évidemment, que du point de vue de l'hôpital, par exemple, et des soins plus en général, évidemment, il y a tout un tas de besoins plus ou moins urgents qui ne sont pas satisfaits. Et donc ça pourrait nous servir à construire une sorte de langage nouveau. C'est pour ça que moi, j'ai un peu travaillé sur la question des besoins, mais ça peut être évidemment toute autre chose. C'est l'idée qu'à partir de situations concrètes, on puisse, à partir de là, construire une sorte de vocabulaire ou de langage nouveau qui soit intelligible par le plus grand nombre. Alors, d'un mot, pour arriver à la fin, justement, dans cette perspective, pour arriver à cette perspective, de quoi on a besoin, à votre avis? Vraiment besoin. Alors, pour moi, on a besoin de réfléchir à un système économique qui rompe avec la satisfaction marchande des besoins. Et donc, non pas d'abord de produire et ensuite de créer des besoins artificiels pour écouler cette production, mais au contraire de partir des besoins pour ensuite mettre l'appareil productif au service de la satisfaction des besoins qui sont moins aliénants et surtout soutenables sur le plan écologique. Dominique? Moi, je pense qu'on a besoin de changer la cible de nos compulsions. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la consommation, elle remplit un besoin. Et alors là, les années 70 avaient été merveilleuses de ce point de vue-là. Comme la consommation, elle n'est pas là pour remplir un besoin physique, pour satisfaire des besoins physiques. C'est un langage. Baudrillard avait montré ça de façon absolument merveilleuse. Et si c'est un langage, c'est infini, parce que on le sait bien, je dois toujours me différencier, me marquer, etc. Et Naomi Klein a très bien montré ça aussi. Donc, il faut qu'on parvienne à mettre autre chose à la place de, en effet, de cette compulsion d'achat de marchandises. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Malheureusement, parfois, c'est la religion, c'est ça qu'on peut craindre. Est-ce qu'on peut mettre la politique au sens le plus noble du terme? Moi, je renoue avec mes premières amours qui était réduisons la sphère de la production et de la consommation et faisons de la politique. Ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de l'énergie et ça va nous aider à avancer. Oui, c'est bien. On clôt du coup sur une vraie question profonde presque, qui est celle du moteur de la société. C'est-à-dire pourquoi on se lève et pourquoi on a envie de faire, si ce n'est pas juste pour avoir de l'argent pour pouvoir consommer. Quel est ce moteur qui fait qu'on se lève? Et en effet, je pense que la réponse sur la politique ou aussi des slogans qui ont émergé ces derniers temps à gauche et qui sont des slogans simples, je pense, potentiellement très populaires. Nos vies valent plus que leur profit, qui est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui revient, mais où des liens
plutôt que des biens. Je pense qu'on peut avancer vers des formulations qui disent cet horizon et qui soient populaires de toute façon, cette écologie. Soit elle est populaire et elle peut advenir, soit elle ne servira malheureusement à rien et le pire sera devant nous. Il faut rendre ce projet populaire, c'est la condition de le faire advenir. Alors merci beaucoup à tous les deux et je termine sur un petit mot que j'avais en tête depuis ce matin qui est les mots d'un poète. On a besoin de poésie aussi dans ce moment difficile. Paul Éluard qui nous dit « Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre ». Bonne soirée. Merci Clémentine.